L'ère de l'authenticité, audiobook par Marc Boilard. Dans cet audiobook, le premier d'une longue série, j'espère, je vais vous parler d'une théorie que j'intitule l'ère de l'authenticité, où est-ce que je vais essayer de vous démontrer que l'authenticité, et ne pas confondre avec d'autres mots, donc la qualité d'être fidèle à soi-même, c'est quelque chose qui, à notre époque, est rendu un passage obligé et non plus juste une valeur. La transparence et l'authenticité, c'est des valeurs. C'est des choses que les gens peuvent cultiver ou pas, avec des incidences heureuses ou malheureuses dans leur vie. C'est selon. Moi, pour ma part, la transparence, ça a toujours été une vertu parce que, et j'en parlais dans Moi si j'étais une fille, donc mon deuxième livre, quand tu es transparent, quand tu assumes qui tu es, ça veut pas dire que tu changes pas, ça veut pas dire que tu veux pas t'améliorer, ça veut pas dire que tu es parfait, mais tu assumes quand même qui tu es. Je vous rappelle la notion de la liberté, selon Jean-Paul II, qui disait c'est devoir et pouvoir faire ce que l'on doit faire et le vouloir réellement. Donc, vouloir et pouvoir faire ce que l'on doit faire. Donc, on est libre quand on fait ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que on n'est pas 47 personnes différentes. On est une personne, puis donc, il y a des choses qui nous conviennent puis nous conviennent pas. On est libre le jour où on découvre ça. Donc, on devient qui on est, on assume qui on est, puis on se dit, moi, c'est le même. Et je le répète, tout ça peut changer, ça dépend de notre volonté, mais à un moment donné, on a une personne réelle, on n'est pas 54 personnes différentes. Quand tu choisis d'être transparent, c'est que tu comprends qu'à partir du moment où tu es transparent puis que tu es vrai, ben tu vas attirer naturellement les gens qui conviennent puis tu vas repousser les gens qui ne conviennent pas. C'est aussi une façon d'être authentique. C'est-à-dire que la fameuse question au niveau des relations sentimentales, comment ça se fait que j'attire toujours tel type de gars, puis que c'est des gars qui conviennent pas? Ben, inévitablement, il y a un problème au niveau du message puis du signal qui est envoyé. Puis il faut se questionner. Je suis pas psychologue, mais quand ça nous arrive, quand on a l'impression que les gens avec qui tout à coup on fit, puis les gens qu'on attire, etc., c'est des gens qui au final conviennent pas, c'est pas toujours un accident de parcours. Comme je me plais à dire souvent, c'est pas la faute de l'univers. On est responsable d'une partie de ça, manifestement, probablement même la majeure partie. Alors, si on prend ça comme prémisse, moi je vous dis qu'on est dans une ère où l'authenticité est rendue un must. Je vais vous le démontrer. Mon livre aujourd'hui, mon audiobook, se scinde en deux, c'est-à-dire dans le professionnel et dans le personnel. Donc, dans les relations qu'on entretient avec l'entourage, donc qui influencent notre travail inévitablement, parce que je vous rappelle que 80% des problèmes au travail sont de nature relationnelle. Donc, ça reste que c'est de l'humanerie tout le temps. Et à titre personnel. Donc, en quoi être authentique à titre personnel, c'est une clé pour la suite. C'est pas un miracle. Vous vous attendez pas, j'espère que je vais vous faire l'équivalent du secret, là. Puis on va parler d'énergie positive, je suis pas là pas pantoute. C'est du très, très concret que je vais vous dire, puis c'est une théorie. Alors, commençons par pourquoi je prétends que l'authenticité est plus importante aujourd'hui qu'avant. Ben, pour deux raisons. La première, c'est que le monde est devenu beaucoup plus complexe. J'ai parlé dans Angle mort à quelques reprises, ainsi qu'avec Bouchard au 93, de la théorie qui veut que la vitesse du changement a dépassé la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand la voiture est arrivée au début des années 1900, ben ça a pris des décennies avant que ça se mette à influencer sur la société en général. Parce que là, ça a créé des banlieues, ça fait en sorte que les gens pouvaient se déplacer de la campagne à la ville. Ça s'est pas fait en 2 semaines, ça s'est pas fait en 6 mois. Tout ça était la réalité des dernières décennies, voire centenaires. La vie, un autre exemple, la vie de mes parents ressemblait presque copie-collée à la vie de mes grands-parents. Or, moi, ma vie n'a rien à voir avec mes parents, puis la vie que je mène, un gars célibataire, centre-ville de Montréal, travaille dans les médias, blablabla, puis ça existait même juste pas il y a 50 ans. C'est tout comme il y a un paquet de jobs maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? L'avènement d'Internet dans un premier temps, donc autour de 95. Puis en 2007, il y a eu un autre événement, l'arrivée du iPhone, qui fait que tout à coup, ça a amené la mobilité, ça a fait qu'il y a eu un déluge d'applications, un déluge d'informations. Et là, on est tombé dans un autre paradigme dans lequel, tout à coup,
la vitesse du changement dépasse la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de s'adapter au changement. Donc, Dieu merci, il y a des gens pour qui le changement, ils vivent bien avec ça. Puis il y en a d'autres pour qui c'est extrêmement lourd. Sauf que cette réalité-là n'est pas nécessairement palpable ou mesurable. C'est-à-dire que si tout à coup, le changement autour de vous, il y en a trop, vous venez de divorcer, vos enfants sont difficiles, la job, c'est rough, etc. Je veux dire, ce que je viens de nommer, c'est monnaie courante. Là. Dans une semaine, la plupart des gens ont exactement les 3 problèmes que je viens de vous parler. Ben, c'est des problèmes qui n'existaient pas avant. Parce que ma mère, elle avait juste des problèmes avec les enfants. Son mari, je pense que maman et papa, ils se sont très bien entendus. Puis c'était la norme. Aujourd'hui, c'est quoi la norme? La norme, c'est qu'il n'y a pas de norme. Ça fait qu'il y a des gens qui sont ces pilules, puis ah ouais donc, puis qui ont de la misère à composer avec tout ça. Donc, ça rend l'authenticité encore plus importante. Ça rend l'authenticité encore plus importante. Parce que l'autre facteur, au-delà du fait qu'il y a beaucoup plus de tout, puis que tout est plus complexe, c'est pas nécessairement plus compliqué. À la rigueur, les mêmes grandes lignes qui devraient diriger nos actions demeurent, selon moi, puis je pourrais en parler tout à l'heure. L'autre affaire, c'est que pendant ce temps-là, les gens qui vous entourent ont le même chapeau. C'est-à-dire que la vie est plus complexe, mais quelles sont les entreprises où il y a quelqu'un qui s'occupe réellement de gérer le changement? Quand il y a dans une entreprise, et puis là, on parle vraiment juste des entreprises là, de l'envergure de Bombardier ou autre, là, quand il y a des grosses entreprises qui ont réellement un département, littéralement, ou ne serait-ce qu'une personne qui est responsable du changement, parce que ça existe, c'est un cours à l'université qui est gestion du changement, c'est comme un peu gestion de projet, si on veut. Ben, je veux dire, pour une entreprise qui a cette sensibilité-là, puis qui se dit c'est important chez nous d'avoir ça parce qu'il y a des changements à venir. Souvent, c'est parce que c'est dans le gros concret de la planification. D'autres fois, parce qu'il y en a qui réalisent que c'est un environnement qui est constamment changeant, puis on va demander de l'expertise autour de ça. Mais sinon, ça n'existe pas. C'est une entreprise sur 800. Tu sais, j'ai pas de chiffre précis, mais vous savez ce que je veux dire. Ça fait en sorte que les gens ont encore les mêmes chapeaux. Donc, vous avez le VP ressources humaines, la fille des communications, la comptable, le go marketing, le directeur général à l'usine. Tout le monde a le même chapeau, mais avec 54 fois plus d'affaires à dealer. Donc, vous êtes aux prises avec des gens qui vont copier-coller tout le thinking qu'ils ont tout le temps eu ou qui se sont fait dire d'avoir, que ce soit à l'université ou autre, mais dans un monde éminemment plus complexe, dans lequel il y a Internet, les médias sociaux. Après ça, il y a des gens maintenant dans les grandes villes qui viennent de partout avec des influences. Le changement est partout. Alors, ces 2 facteurs-là, donc le premier, c'est qu'il y a beaucoup de changements, c'est très complexe. Et deuxièmement, les gens ont les mêmes titres pour dealer avec beaucoup plus de choses. Donc, vous dealez avec des gens dans un canal normal. C'est comme, il y a l'employé, après ça, il y a son directeur, dans n'importe quoi. Là. Moi, j'ai travaillé dans un Costco à Charlesbourg. Il y avait le directeur de département, puis après ça, il y avait le grand boss de ci, puis la patente, puis bon. Mais aujourd'hui, sans que personne s'en rende compte, tous et chacun, donc l'employé et son boss, sont aux prises avec beaucoup de trucs qui changent, avec beaucoup d'aléas, avec un environnement qui est constamment bouleversé. C'est pas en soi négatif, ça fait en sorte qu'il y en a qui se débrouillent mieux là-dedans, qui vont faire, par exemple, la différence entre le détail et l'essentiel. Toutes les freaks qui veulent tout le temps diminuer le risque, puis tous les perfectionnistes, vous savez, moi, je suis en guerre contre les perfectionnistes, pas parce qu'ils me nuisent à moi, bien au contraire, ils m'aident énormément, mais je trouve ça plate pour eux autres, parce que finalement, ils mettent beaucoup plus de temps que moi pour arriver exactement au même résultat. Alors, tous ces gens-là sont très perdants parce que pour arriver à la soi-disant perfection maintenant, ben, ça demande un degré de travail, puis des heures passées, puis je dis, ça finit plus, là. Alors, pourquoi ces facteurs-là amènent comme clé, si tu veux, ou imposent une authenticité? Ben, on va élaborer ça dans le domaine du travail d'abord. Dans le domaine du travail, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je vais vous conter mon passage à la radio à Québec avec Éric Duhem. Depuis 2013, bon an, mal an, j'ai tout le temps de la job au FM 93 sous différentes formes, avec différents chapeaux, que ce soit chroniqueur quotidien comme actuellement, que ce soit co-animateur comme avec Éric, ou pour remplacer Mayou en ligne ouverte, seul au combat, ou pour animer littéralement le retour que j'ai fait à 2 reprises, entre autres avec Paul Raphaël. Je suis toujours là, puis on dirait tout le temps que c'est à refaire.
On dirait tout le temps que peu importe les résultats que j'ai, et j'en ai tout le temps, donc que ce soit les commentaires, que ce soit les 2 sondages où j'ai été avec Paul, co-animateur le week-end, ou avec Éric, à chaque fois que je m'assois dans une chaise, ça revole au bout, les chiffres le démontrent. On le savait parce qu'on est capable de voir le feedback en dehors des sondages. Les sondages l'ont démontré. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas mon émission au FM 93? Bon, à la rigueur, ça s'explique, mais c'est pas le but de mon livre aujourd'hui. Mais il reste que je me fais donc donner à la dernière minute la job d'être le co-animateur avec Éric parce que j'avais remplacé Jeff Blanchette, qui était son co-animateur avec qui ça ne levait pas vraiment. Et puis, voilà, donc j'embarque en janvier 2019. Donc, ça fait 1 an, là, et des poussières. Et ça commence, et ça va super bien. Et ça se déroule très bien. Mais moi, je vous avoue que c'est pas ça que je veux. De un, parce que quand t'es pas l'animateur, c'est pas toi qui crée l'univers. Animer une émission, c'est créer un univers. Donc, c'est pas grave de ne pas créer un univers, mais c'est pas ce que j'aspire. Puis je sais que je suis fait pour ça. Puis je l'ai démontré. Ça fait que tu fais comme, ben, c'est là ma place où je suis payant. Donc, tout le monde devrait vouloir que je sois là. Et deuxièmement, c'est que l'univers que Éric créait, c'était pas le mien. Mais pas juste pas le mien parce que je veux mettre le mien, pas le mien parce qu'il m'était inconfortable. Éric oscillait entre être animateur et propagandiste. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui, c'est un idéologue, c'est quelqu'un qui est très dogmatique, qui est libertarien. Et puis, l'important pour lui, c'est que ses idées passent. Puis, il y avait un micro, puis il pouvait le faire. C'est tout à fait valable, d'ailleurs, dans le sens qu'il n'y a pas un seul style d'animation. Dans d'autres stations de radio, c'est comme ça depuis toujours. J'aurais même tendance à penser que les animateurs radio, notamment à Québec, qui ont eu les plus longues carrières, étaient des idéologues qui avaient ce souci-là de propagande. Puis quand je dis propagande, ça a l'air d'un gros mot nazi, là, mais c'est juste la définition de la propagande, c'est d'émettre c'est de tout faire pour que ton idée passe. C'est pas d'avoir une approche où ce que tu as le goût d'échanger ou tout ça, c'est de dire voici le choix de mes invités, le choix de mes sujets, c'est tout en lien direct avec ce que moi je veux dire puis que je veux convaincre les gens. Donc c'est une job de propagandiste et ça marche. Il y a plein de styles d'animation. Bon, moi je n'étais pas à l'aise avec ça parce que on faisait on faisait un bon segment. Tout à coup le segment après c'était une affaire de tramway qu'un gars qui avait écrit une lettre par rapport. Mais là, vu qu'Éric n'aimait pas le tramway, etc. C'est que, tu sais, ça faisait que... Puis je respectais ça, parce que ma job, c'était co-animateur. Ça fait que j'avais pas de problème avec ça. C'est correct. Moi, je respecte la personne qui a le lead. Quand c'est moi, donc c'est moi le chef. Là, c'est pas moi le chef. Ça fait qu'Éric était excellent parce qu'il me laissait parler quand je voulais. On avait vraiment un bon duo. Mais je fais juste vous exprimer que moi, j'avais un malaise, entre guillemets. Pas un malaise avec lui, mais un malaise que je me disais... Pour être précis, je me disais, je suis en train de m'enliser comme un co-animateur. Je suis en train de m'enliser comme un co-animateur. Parce que la radio marche beaucoup de même, puis dans la vie, ça marche beaucoup de même. Les gens veulent nous mettre dans des boîtes. Ça fait que tu fais comme... Puis je me mets à votre place, peu importe votre job. Si tout à coup, vous dites, coudonc, moi, j'ai tel job actuellement dans une usine ou à l'hôpital, puis dans la vraie vie, c'est pas ce job-là que je voudrais, mais là, les gens me voient uniquement comme ça, ben vous avez raison. C'est un réel problème, puis on est tous coupables. On veut tout garder le monde dans la boîte qu'on connaît. Ça, c'est très « soyez compris ». Allez voir mon audiobook « Soyez compris » qui est inclus dans votre abonnement Patreon. Puis vous allez ou achetez-le en livre, bien entendu. Mais je parle de ça en long et en large. Là. Toute cette propension-là qu'on a à mettre les gens dans la boîte qui convient, on les met rapidement dans une boîte, puis on veut pas qu'ils changent de boîte. Bon. Ça fait que dans mon histoire concernant Éric, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à un moment donné, au mois de décembre, je reçois un texto, je suis assis sur le bench press au Nautilus de Place Québec, dans le Hilton, je pense, c'est un Hilton à Québec. Et puis, je me rends... je faisais ça souvent, je faisais ma recherche, puis après ça, quasiment une journée sur 2, j'allais au Nautilus où je suis abonné. Puis là, tout à coup, il y a un texto, puis c'est Pierre Martineau, le boss, qui me dit « Peux-tu venir me voir tantôt pour l'heure de lunch? » OK. Puis sérieusement, je vous le dis, j'ai jamais parlé de ça à personne, mais j'avais peur qu'ils me disent « Écoute, on est très content parce que ça marchait. Ça fait qu'on t'offre de renouveler pour 1 an. » Puis j'avais peur de ça, c'est bizarre. Hein? Je me disais « Calvasse, je vais-tu être peinturé dans le coin? » Puis j'aimais pas ça, être à Québec dans ce contexte-là. C'était en attendant, tu sais, puis l'hiver avait été tough, là, un vrai hiver de
Un hiver, là, comme genre, tu te dis, je veux pas vivre ça 2 fois. Là. Ça fait que, tu sais, il y avait plein de raisons pour lesquelles que je voulais pas que ça continue, mais ça allait très bien. La paye était bonne,